Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Bonjour Lucille. Salut Lucille. Bonjour Chère Lucille. Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans la saison 5 du podcast C'est compliqué. Cette année, vos témoignages gardent une place de choix et je vous accompagnerai aussi sur d'autres thématiques en résonance avec l'actualité et nos vies. Tous les 2 mois, je recevrai des invités à la manière des hors-séries que vous avez été très nombreux et nombreuses à écouter cet été. Au programme de ce premier épisode, le témoignage de Nina, une obsession amoureuse qui dure des années après un râteau douloureux. Et puis aussi, un sentiment que nous sommes beaucoup à partager au mois de septembre, celui de ne pas avoir vraiment eu de coupure pour les vacances. Nina a 29 ans et souffre d'avoir été rejetée par une personne qu'elle aimait. Ça fait 6 ans que ce souvenir me hante. À l'époque, elle tombe amoureuse d'un ami qu'elle voit régulièrement. Elle cache d'abord ses sentiments, mais finit par tout lui avouer. Je lui ai dit qu'il me plaisait et que j'étais amoureuse. Du coup, je pensais que cette déclaration allait me soulager. Ça a fait un peu l'effet inverse parce qu'en retour, cette personne a eu une réaction un peu violente et agressive. Il m'a dit que vraiment c'était n'importe quoi, que j'avais pas à dire ça, que c'était un problème de dépendance affective de ma part et que j'étais juste une meuf toute seule qui avait besoin de câlins. En réaction, elle coupe les ponts et décide de ne plus jamais le revoir. Et en fait, je me sens vraiment bloquée sur cette histoire et sur cette personne. J'ai du mal à entamer une nouvelle histoire amoureuse, par exemple, parce qu'à chaque fois, je reviens sur lui, en fait. Enfin, je retombe sur lui par la pensée, mais je ne fais vraiment que penser à lui. Je ne comprends pas, en fait, comment on peut rester bloqué sur des personnes qui ont été nocives, en fait, avec nous. Chère Nina, il y a des personnes qu'on voudrait oublier totalement pour pouvoir continuer sa vie en toute quiétude. Il y a des histoires aussi dont on sait que le souvenir nous englue dans le passé, nous feront toujours souffrir par leur simple évocation. C'est le postulat du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où un homme décide après une rupture amoureuse difficile de faire effacer le souvenir de son ex directement dans son cerveau par une entreprise spécialisée. Mais si l'idée peut paraître tentante à celles et ceux qui ont déjà souffert par amour, la réalisation s'avère dans le film bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Je crois qu'on a besoin de nos souffrances pour nous construire et pour nous protéger. Mais l'équilibre est parfois difficile à trouver entre se protéger et rester tétanisé. C'est cette tétanie que vous expérimentez depuis quelques années. Le choc a été si grand qu'il vous est impossible de vous mettre en situation de le revivre. Alors c'est presque comme si vous ne viviez plus. Pour Claudia et Mélanie, les coachs du Self Love Project, spécialisés en relations amoureuses, les causes du blocage après un rejet amoureux sont multiples. Ce qui fait qu'on bloque, c'est certainement l'idéalisation de la relation. En fait, on se dit cette relation, elle aurait pu être vraiment merveilleuse, et du coup, en fait, on a du mal à lâcher prise la relation qu'on aurait rêvé avoir. Donc, c'est quitter ce moment de rêve, c'est toujours un peu difficile. Il y a aussi que ça nous permet de pas nous confronter à une vraie histoire. En fait, l'histoire n'a jamais débuté. Du coup, on bloque un petit peu là-dessus, et ça, enfin voilà, c'est même presque un peu confortable d'aller là-dessus. Et parfois, en fait, on va continuer de bloquer parce qu'on y croit toujours, et que notre travail, c'est de se dire, je vais pas abandonner, je vais essayer de convaincre l'autre que j'ai de la valeur, que je peux lui apporter dans une relation. Et du coup, en fait, on entend le rejet, mais on le rejette, en fait, on rejette le rejet, et on bloque là-dessus en continuant de croire que ça peut être une potentielle histoire. Pour elle, la situation n'est pas rare. Alors très clairement, finalement, d'être dans des schémas de relations impossibles, de courir après des hommes ou après des femmes indisponibles, ou être dans des relations qui vont forcément se terminer ou c'est un petit peu couru d'avance, c'est quelque chose qui est très courant et qu'on retrouve chez 90% des femmes qu'on accompagne aujourd'hui. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que pour moi, c'est une forme de manifestation d'une peur de l'engagement. Alors, j'aime pas trop ce mot de peur de l'engagement parce qu'il recouvre finalement plein d'autres peurs sous-jacentes. Mais voilà, c'est une façon de ne pas aller prendre le risque de s'engager dans une relation. Parce que finalement, en choisissant des personnes qui sont indisponibles, et donc par lesquelles on est à peu près certain de se faire rejeter, ou en tout cas, si on n'est pas certain, lorsque même le premier rejet passé, on continue à s'accrocher à cette relation, eh bien ça nous permet de vivre une relation fantasmée, et une relation qui reste finalement idéale. Ça permet 2 choses.
La première chose, c'est de se donner l'impression d'essayer. Donc on se dit oui, je veux absolument être en couple, je veux une relation, j'essaye. La preuve, c'est que je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Mais finalement, j'essaye sans vraiment prendre le risque d'être vulnérable, de me confronter à mes peurs, donc à ma peur de l'abandon, à ma peur du rejet, à ma peur d'aimer, d'être aimé, d'être vu, etc., etc. Et donc ça me permet de me maintenir un petit peu dans ce statu quo où je reste dans une forme de zone de confort, même si malgré tout, derrière, il y a des impacts qui sont hyper désagréables pour moi. Et le deuxième point, c'est que ça évite aussi évidemment d'avoir à se confronter à la réalité de ce qu'est une relation et de ce que ça va engendrer comme remise en question personnelle, comme désidéalisation de l'autre, de soi, du modèle amoureux aussi, et d'accepter que une relation, il y a des compromis à faire, il y a des choses à ajuster, et parfois on préfère s'accrocher à l'idée de la relation parfaite et idéale plutôt que d'aller dans cette réalité-là. Il y a différentes façons de tourner la page quand on vit une situation de blocage. Personnellement, je trouve qu'une thérapie par l'EMDR peut être efficace quand le blocage est lié à un moment précis qu'on pourrait qualifier de traumatique, comme c'est votre cas. On bloque toutes et tous à différents niveaux de nos vies sur des histoires terminées ou qui ne se sont jamais écrites. Moi la première. Mais il est important de prendre conscience que c'est aussi fondamental, une fois ce temps de fantasme qui fait partie du travail de deuil accordé, de savoir passer à autre chose, de continuer sa vie, de laisser ces fantômes de moments douloureux et de personnes qui nous blessent nous toucher de moins en moins. Je vous promets que c'est possible, et je vous jure que c'est primordial pour la suite de votre vie. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide pour se sortir de ce genre de situation. Vous avez juste besoin de vous donner les bonnes armes, en vous accompagnant de personnes qui ont l'habitude, l'expérience et le recul. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. Depuis quand les mois de juillet et août ont cessé d'être considérés dans nos vies comme des mois de vacances ? Je pourrais dire qu'une fois qu'on sort du système scolaire, la question ne se pose plus. Mais il me semble que c'est plus complexe que ça. Pendant quelques années encore, après le lycée et les études, j'ai gardé le sentiment que juillet et août étaient, de fait, des vacances. C'était des mois légers. Des mois pour mettre des petites robes de plage, même en ville. Des mois pour aller boire des verres en terrasse, pour toujours avoir quelques minutes pour lézarder au soleil. L'emploi du temps s'adaptait à cette idée. Même quand il y avait du travail, je m'organisais pour garder ce sentiment de vacances. Jusqu'à mes 25 ans peut-être, juillet et août ont pris le goût de mojito et sentaient la crème solaire ou l'huile au monoeil, même quand je ne faisais que courir entre deux métros. Et puis, il faut croire qu'on devient adulte. Et quand on a des enfants, juillet et août sont des mois un peu galères, où la priorité est de trouver comment les faire garder, de les occuper le plus et le mieux possible. On veut créer des souvenirs comme on a parfois eu la chance d'en avoir. On commence à passer des journées à espérer septembre. Il y a aussi, je pense, une histoire de changement dans notre société quand je compare avec par exemple les juillet et août de mes parents. Il faut être productif ou productive, il faut pouvoir partager sur les réseaux sociaux qu'on a passé un super été avec des photos de nos cuisses en bord de piscine, des selfies en rooftop, des photos de cocktails à 15 balles, les mêmes couchers de soleil ou de cornets de glace en Italie ou en Grèce. On performe nos vacances de la même manière qu'on aborde les projets au travail. Il y a l'équipe de celles et ceux qui vont mettre un point d'honneur à offrir à leurs abonnés le plus beau roman photo de l'été, quitte à risquer de créer de la jalousie ou de l'aigreur. Et il y a celles et ceux qui crieront à la détox digitale, mais qui préviendront quand même sur les réseaux, au cas où on les oublie en route. Il n'est plus trop léger, l'été. Il n'a plus trop de silence, plus trop d'ennui, plus trop de place vide. Même les moments de déconnexion, il faut les remplir. Je suis parti cet été, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir déconnecté. Vous aussi, vous avez le sentiment que l'été n'a pas existé ? Déjà à la rentrée, je me suis même pas reposé alors que j'étais en vacances. J'ai lu ça sur les réseaux, et c'est vrai, je ne me sens pas plus sereine, pas plus équilibrée, pas plus reposée qu'à la fin du mois de juin. Moment où j'avais toute une liste de bonnes résolutions de l'été, qui n'ont donc pas été très suivies. Je suis plus bronzée, soit, mais j'ai l'impression d'avoir juste continué la même route. Celle des discussions pénibles avec les anti-vaccins, et la petite peur maintenant que le sujet arrive sur la table, alors qu'on ne sait pas trop où se positionne la personne en face de soi. Celle de la performance et des objectifs et des projets. Celle du « il faut que je fasse ceci » et
il me reste encore A. Je fantasme sur des jours de rien. Pas des jours de déprime ou d'épuisement, où on ne peut rien faire et où on regarde le plafond au-dessus de son lit pendant des heures, mais des jours où on ne fait rien de plus que de se chauffer du thé, le siroter lentement, lire des livres qui ne serviront pas pour le travail ou pour briller en société, rien de plus que revoir des films que l'on n'a pas besoin de revoir, juste penser à son plaisir. Nous avons besoin en fait de nous plonger dans nos souvenirs, dans ce qui se passe tout au fond de nous, dans des sensations perdues et tout à fait légères et gratuites. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait une manucure juste pour vous faire sourire quand vous bougez les mains en parlant. En plus, l'avantage de la manucure, c'est qu'elle force à ne rien faire pendant un moment. Mesdames et messieurs, si vous voulez apprendre à ne rien faire, vernissez-vous les ongles. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes replongé dans des valeurs doudou, des livres ou des films ou des musiques que vous aimez, mais sans que votre cerveau ne se mette particulièrement en marche, juste pour le plaisir pur d'être en soi, avec soi. Même les moments de plaisir théoriques, on se rend compte qu'on y met un enjeu. Moi par exemple, je me suis dit au mois de juin, il faut que je me fasse un masque. Et je me suis rendu compte que je voulais le faire moins pour moi que pour ce que je voulais prouver aux autres. Le masque a passé son été dans ma trousse de toilette. Pour faire perdurer ce sentiment de l'été, le vrai été, pas celui qu'on n'a pas vu passer, j'ai demandé à mes enfants de ramasser sur la plage des cailloux dont je me sers comme anti-stress tout au long de l'année. C'est chiant à ramener dans sa valise des cailloux. Et c'est un peu con aussi. Mais c'est pour ça que je chéris cette idée et d'avance son application dans les mois à venir. Cet été, j'ai vu les Jurassic World et revu tous les films de l'univers Cloverfield. Ça ne sert à rien, mais c'était délicieux. Je vais essayer de m'autoriser cette folie. Je vais revoir des films ou des séries que je connais, juste parce que ça me fait plaisir et que justement ça ne sert à rien. Et je vais surtout essayer de ne pas traîner cette résolution comme un milliard d'autres juste pour me culpabiliser sur mon temps libre. Dans son livre « Ne rien faire, une méthode », édité par Kero, Thomas Baumgartner défend cette valeur de l'oisiveté. Il déroule au fur et à mesure ses suggestions malines d'anti-guides de développement personnel, mais il explique aussi que le défi est grand dans notre société. Je cite « Ne rien faire impose une certaine force de caractère. Voyons donc le ne rien faire comme un mode de résistance, modeste et souriant, à l'optimisation de l'usage du temps et à son impératif contemporain plus ou moins tacite. Cette résistance n'est pas naturellement clandestine. On peut même considérer qu'il est louable d'afficher ne rien faire de son temps. Ne rien faire est un lacet d'effet. On arrête sa course sous le regard de tous. » Fin de la citation. Si on a le sentiment de ne pas avoir vu passer son été, d'être déjà épuisé, de ne pas avoir déconnecté, il reste toujours cette solution. Faire durer le sentiment de l'été de nos enfances en ne faisant activement rien. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.